Le dossier numéro 5 est un dossier beaucoup plus généraliste sur la pédiatrie générale qui voit certains points de détail. Il est un peu moins important que les différents dossiers que nous avons fait avant, mais là encore, il y a certaines choses que vous êtes malgré tout obligé de savoir. Question numéro 1, peu importante mais qui peut quand même tomber. Quels sont les grands items de l'examen clinique que vous pratiquez chez Didier? Didier est donc un enfant qui vient à la visite de 1 mois dans votre cabinet pour lequel vous faites une consultation de pédiatrie générale. Eh bien, nous allons lire ensemble la correction. Finalement, la consultation de pédiatrie générale, elle est constituée de 3-4 grands éléments. Un, c'est la surveillance de la croissance staturopondérale. Deuxièmement, c'est la surveillance de l'alimentation de l'enfant. Troisièmement, c'est le dépistage de l'ensemble des malformations. Et quatrièmement, c'est la prévention de différents éléments. Donc, et on conclut évidemment par le remplissage du carnet de santé. Donc, 1. Surveillance de la croissance staturopondérale, on trace la courbe de poids, on trace la courbe de taille et on trace le périmètre crânien. Deuxièmement, contrôle de l'alimentation de l'enfant, on fait donc une enquête quantitative et une enquête qualitative alimentaire. Troisièmement, on dépiste l'ensemble des malformations possibles, c'est-à-dire une anomalie orthopédique, luxation de congénitale de hanche, malposition des pieds, une anomalie visuelle dont le principal problème est l'amblyopie, une anomalie auditive, donc la surdité, une cardiopathie congénitale, un retard de développement psychomoteur, un trouble de sommeil ou un trouble de la relation mère-enfant. Et puis, on fait la prévention du rachitisme vitamino-carentiel en prescrivant de la vitamine D, de l'hémorragie du nouveau-né en prescrivant de la vitamine K si l'enfant est allaité, des différentes infections en prescrivant et en réalisant les vaccinations, et enfin la prévention de la mort subite en donnant les informations à donner. Puis au final, on remplit le carnet de santé. Pour mémoire, eh bien, ce sont finalement l'ensemble des titres de tout votre module 3. Tous les titres des items du module 3 correspondent finalement à ce que l'on recherche lors d'une consultation de pédiatrie générale. Question numéro 2, peu médicale mais que vous devez connaître et qu'on peut vous demander dans les dossiers. Quels sont les différents laits indiqués chez Didier jusqu'à l'âge de 2 ans? Donc, il faut savoir, c'est une nomenclature, que, eh bien, à partir du sevrage de l'allaitement jusqu'au début de la diversification alimentaire, on va donner un lait premier âge. On va donner un lait deuxième âge à partir du moment où on débute la diversification, et ce jusqu'à l'âge de 1 an. Et enfin, à partir de l'âge de 1 an, on passera à un lait de croissance. Et ce lait de croissance, il est conseillé de le donner jusqu'à l'âge de 3 ans. Quelle est la différence majeure entre le lait de croissance et le lait de vache? C'est que le lait de croissance contient plus de fer. Troisième question, maintenant que vous savez quels sont les laits qu'il faut donner aux enfants, eh bien, comment est-ce que l'on restitue les biberons? Eh bien, pour reconstituer un biberon, ça il faut le connaître, c'est une cuillère mesure de poudre de lait bien rase pour 30 ml d'eau. La chose très importante à savoir, c'est qu'on met d'abord l'eau, puis la poudre, parce que si l'on met d'abord la poudre, puis l'eau, lorsqu'on atteint le 30 ml avec l'eau, finalement la poudre ayant pris de la place, on a mis moins que 30 ml d'eau. Donc on met d'abord 30 ml d'eau, puis on rajoute de la poudre. C'est important parce que dans le cadre des retards de croissance staturopondérale ou dans le cas de troubles digestifs, eh bien souvent il y a des erreurs alimentaire et principalement de reconstitution des biberons. Donc il faut bien savoir ça, une cuillère mesure pour 30 ml de lait. Ce n'est pas très médical, mais c'est un point important en pédiatrie. Question numéro 4, pour en terminer sur l'alimentation des enfants, eh bien, quand est-ce que l'on donne un lait épaissi? Le lait épaissi, on va le donner pour un enfant qui présente un reflux gastro-œsophagien. Quand est-ce que l'on va donner un lait pauvre en lactose? On donnera un lait pauvre en lactose lorsqu'il existe une diarrhée sévère ou qui dure depuis plus de 5 jours. On va donner un hydrolysat de lait de vache lorsqu'il existe une allergie aux protéines de lait de vache. On donnera un lait anti-régurgitation. Eh bien, le lait anti-régurgitation, c'est exactement la même chose que le lait épaissi. Donc, lorsqu'un enfant présente un reflux gastro-œsophagien. Et enfin, on donnera du lait de soja. Jamais, il n'existe aucune indication. On me pose souvent la question de savoir, faut-il connaître l'ensemble de ces indications? Et la réponse est oui, obligatoirement,
puisque dans la question reflux gastro-œsophagien, il faut savoir qu'on donne un lait anti-régurgitation. Dans la question diarrhée, il faut quand même savoir que si elle est sévère, on donne un lait pauvre en lactose. Et dans la question allergie aux protéines de lait de vache, il faut savoir qu'on donne un lait anti-régurgitation. Question numéro 5. On nous demande à quoi correspondent les courbes qui sont présentes au niveau de l'annexe numéro 2. Et deuxièmement, eh bien, que signifie avoir un point localisé sur la moyenne? Eh bien, les courbes qui sont présentes en annexe numéro 2 correspondent aux courbes de croissance staturopondérale, c'est-à-dire aux courbes de croissance pondérale et aux courbes de croissance staturale. Pour comprendre ce que signifie avoir un point qui est sur la moyenne ou sur la courbe plus 1 déviation standard ou plus 2 déviations standard, il faut d'abord comprendre comment ont été réalisées ces différentes courbes de croissance. Ici, vous est représenté une courbe de croissance. Dans la courbe de croissance, il existe donc généralement 5 courbes. La courbe de moins 2 déviations standard, la courbe de moins 1 déviation standard, la courbe de moyenne, la courbe de plus 1 déviation standard et la courbe de plus 2 déviations standard. En abscisse, ici, vous avez l'âge, et en ordonnée, eh bien, vous avez le poids lorsque la courbe est une courbe pondérale et la taille lorsque la courbe est une courbe staturale. Comment ont été réalisées ces courbes? Eh bien, à un temps donné, on a pris un nombre d'enfants conséquent de chaque âge. Et puis, on a regardé pour chaque âge eh bien, comment se répartissait le poids des enfants. Donc, pour l'ensemble des enfants qui ont 4 ans, on a regardé quel était le poids de l'ensemble de ces enfants. Et on a vu eh bien, que le poids se répartissait sur une courbe gaussienne. Donc ici se trouve le poids et ici se trouve le nombre d'enfants. Pour les enfants qui ont 4 ans, eh bien, un maximum d'enfants avait un poids présent ici, qui est la moyenne, et puis ensuite, l'ensemble des enfants se répartissait autour de ce poids, représentant ainsi une courbe de Gauss. Pour mémoire, les courbes de Gauss étaient partagées en déviations standards, avec moins 1 déviation standard, moins 2 déviations standard, plus 1 déviation standard et plus 2 déviations standard. Que signifiaient les déviations standards? Eh bien, les enfants qui avaient un poids inférieur à moins 2 déviations standard, ici, ça correspond à 2,5% des enfants de cet âge-là. Et puis, parmi ceux qui ont un poids supérieur à plus 2 déviations standard, là encore, cela correspond à 2,5% des enfants. Pour ceux qui avaient un poids sur la moyenne, cela correspond à plus grands effectifs de même poids pour cet âge-là. Et puis ces courbes ont été faites pour l'ensemble des enfants et ensuite nous avons tracé la courbe de moins 2 déviations standard en fonction de l'âge, de plus 2 déviations standard en fonction de l'âge, de la moyenne, etc. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, finalement, un enfant qui a un poids qui est sur la courbe de moins 2 déviations standard, cela signifie qu'à cet âge donné, eh bien, il y a 2,5% des enfants du même âge qui font ce poids-là ou moins. Un enfant qui a un poids sur la courbe plus 2 déviations standard, cela signifie que, eh bien, il y a 2,5% des enfants qui ont ce poids-là ou un poids supérieur à ce poids-là, ou alors, et c'est la même chose, il y a 97,5% des enfants qui ont un poids inférieur ou égal à ce poids-là. Si mon poids est sur la moyenne, cela signifie qu'il y a 50% des enfants qui ont un poids supérieur ou inférieur à ce poids-là. La chose importante à bien comprendre est que finalement avoir un poids à moins 2 déviations standard, cela signifie juste que, eh bien, on a un poids qui est inférieur, seuls 2,5% des enfants ont un poids identique ou inférieur à mon poids, mais cela ne veut pas dire obligatoirement que l'on est malade. Quand est-ce que l'on parle de retard de croissance? Alors, retard de croissance staturopondérale, c'est un autre item dont on ne parlera pas ici, mais il est quand même important effectivement de préciser quand est-ce que l'on parle de retard de croissance staturopondérale. La chose importante, et on l'a bien compris, un poids isolé ou une taille isolée ne veut rien dire. On a le droit d'avoir un poids à moins 2 déviations standard, on l'a dit, et finalement, eh bien, on est dans les 2,5% des gens les plus maigres, mais ce n'est pas pour autant qu'on est malade. Donc, premier élément indispensable pour pouvoir
analyser une courbe de croissance, il ne faut pas analyser un point, mais il faut analyser l'ensemble de la courbe. On comprend bien que quelqu'un qui est constamment sur moins de déviation standard n'est probablement pas malade. Par contre, quelqu'un qui a plus 1 déviation standard, mais qui finalement vient de passer à moins 1 déviation standard, est probablement malade. Par contre, si on prend juste ce point isolé, on se dira cette personne va bien. Donc, quand est-ce que l'on parle de retard de croissance staturopondérale? 3 possibilités. La première, si mon patient a un poids ou une taille qui est inférieur à moins 2 déviations standard. Alors, on l'a dit, ce n'est pas parce que mon poids est inférieur à moins 2 déviations standard que je suis malade, mais malgré tout, je fais partie des 2,5% de la population qui sont les plus maigres ou qui sont les plus petites. Je vais quand même me poser des questions pour savoir si je suis malade ou pas. Deuxième cas où l'on va parler de retard de croissance staturopondérale, c'est si ma taille est inférieure à moins 2 déviations standard par rapport à ma taille cible. Je m'explique. La taille cible correspond à la taille du père plus la taille de la mère plus 13 si c'est un garçon ou moins 13 si c'est une fille divisé par 2. Ça correspond finalement à la taille que l'on devrait avoir si seule la génétique décidait dans notre vie. Ainsi, on comprend bien l'idée générale, c'est que si mon père est sur plus de déviations standard et que ma mère est sur plus de déviations standard, eh bien ma taille cible, elle sera autour de plus de déviations standard. Et puis si mon père est sur plus une déviation standard et ma mère est sur moins une déviation standard, globalement, ma taille va être autour de la moyenne. Eh bien, si ma taille cible, finalement, elle est à plus de déviations standard, parce que mes 2 parents sont très grands, mais que moi, ma taille, elle se trouve à moins que 2 déviations standard de ma taille cible, c'est-à-dire par exemple à moins une déviation standard, finalement, je ne suis pas dans le cas où ma taille est inférieure à moins de déviations standard, mais malgré tout, j'ai peut-être un retard statural parce que je suis à moins de déviations standard de ma taille cible. Donc, deuxième cas de figure, si ma taille est inférieure à moins de déviations standard par rapport à ma taille cible. Et enfin, troisième cas où je vais parler de retard de croissance staturopondérale, eh bien c'est finalement ce cas-là, lorsque ma vitesse de croissance n'est pas régulière et qu'à un moment, eh bien, je vais infléchir ma croissance ou bien même la casser. Donc troisième cas, une diminution de ma vitesse de croissance. Pour résumer un petit peu cette question, le but n'était absolument pas de parler de retard de croissance staturopondérale, mais juste de bien expliquer comment les courbes de croissance ont été réalisées. Deuxièmement, de bien appuyer sur le fait qu'un point sur une courbe, ça ne veut absolument rien dire, à part que je me répartis par rapport à la population, mais on comprend bien que je peux faire partie du 1% de la population de mon âge la plus petite et ne pas être malade pour autant, et que donc pour pouvoir évaluer la croissance staturopondérale, je dois faire une courbe. Et enfin, troisièmement, que l'item retard de croissance staturopondérale, et tous les examens cliniques décrits et tous les examens complémentaires décrits correspondent tout d'abord à des patients qui sont soit un poids ou une taille inférieure à moins de DS, soit une taille inférieure à moins de déviation standard par rapport à la taille cible, soit une vitesse de croissance qui aurait diminué. On passe alors à la question numéro 6. Très brièvement, parce que cela, c'est du cours. Comment est-ce que l'on dépiste la luxation congénitale de hanche? Eh bien, 2 choses. 1, on cherche des facteurs de risque de luxation congénitale de hanche. Deuxièmement, on réalise un examen clinique. Et en fonction de ces données, eh bien, soit on fera une échographie de hanche à la 4e semaine, soit eh bien, on enverra directement chez l'orthopédiste s'il y a une suspicion forte. Donc, les facteurs de risque, eh bien, c'est les antécédents familiaux ou l'origine bretonne, c'est la présentation en siège, ce sont des anomalies orthopédiques associées. Et à l'examen clinique, eh bien, on recherche des signes de suspicion avec un bassin qui peut être asymétrique, une limitation d'abduction des hanches, ou alors des signes de certitude avec la recherche d'un ressaut par les manœuvres de Barlow. Si j'ai une anomalie à mon examen clinique ou un facteur de risque, je dois faire une échographie cardiaque. Si j'ai un signe de certitude, chez l'orthopédiste. Question numéro 7, on vous demande de détailler le développement psychomoteur que vous devriez retrouver chez Didier. Là encore, question de cours, malgré tout, sans rentrer dans les détails du cours développement psychomoteur, n'oubliez jamais, le développement psychomoteur se décrit avec 4 items. 1, un item de motricité globale. 2, un item de motricité fine.
3, un item de langage et 4, un item de sociabilité. Quel que soit l'âge de l'enfant, eh bien, il faudra décrire son développement psychomoteur avec ces 4 items. Ici, eh bien, à l'âge de 1 mois, un enfant doit avoir, en termes de motricité globale, il doit soulever la tête lorsqu'il est en décubitus ventral. En termes de motricité fine, eh bien, il doit commencer à ouvrir les mains de façon spontanée, puisque à la naissance, il y a une hypertonie périphérique. En termes de langage, il y a des cris, des pleurs, plus ou moins des gazouillis. Et en termes de sociabilité, il existe des sourires, mais qui sont plutôt des sourires aux anges, c'est-à-dire pas du tout en réponse à une stimulation. Et il peut parfois apparaître le sourire réponse. Faut-il bien connaître le développement psychomoteur de l'enfant? Ce n'est peut-être pas la chose principale à apprendre, mais il faut quand même en avoir quelques idées. Et surtout, même si vous ne connaissez pas la réponse, vous dire il y a 4 items, la motricité globale, la motricité fine, le langage et la sociabilité, et mettre au moins quelque chose dans chacun de ces items. Question numéro 8, très brièvement, faites l'ordonnance de fin de consultation et justifiez chacune de vos prescriptions. D'abord, pour ce qui est de la partie question-ordonnance, ne pas oublier la liste habituelle qui est nom du praticien, qualification, identité de l'enfant, poids, date et signature. Et puis les 2 choses à prescrire, c'est 1, la supplémentation en vitamine D pour la prévention du rachitisme vitamino-carentiel, 1200 unités par jour. Ne pas oublier qu'il faut rajouter 400 unités si l'enfant est noir, ou bien s'il existe un allaitement maternel ou s'il existe un traitement anti-épileptique. Et puis, prescrire les vaccins pour la consultation du 2e mois. À la consultation du 2e mois, doit être fait l'hexavalent, c'est-à-dire le vaccin contre diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hémophilus et hépatite B, et le préveneur. Question numéro 9. Quelles sont les règles de prévention de la mort subite à expliquer à la mère? Ça, il faut absolument le connaître. 1, c'est l'interdiction formelle de dormir en décubitus ventral. Ça a changé complètement le pronostic de la mort subite. Deuxièmement, c'est l'absence de tabagisme passif. La 3e chose, c'est ne pas trop couvrir le patient dans la literie. Et la 4e chose, c'est avoir une literie adaptée avec un matelas ferme. Donc ça, c'est du cours. Pas besoin d'explication, mais il faut absolument le connaître. Et enfin, dernière question de ce dossier un peu rébarbatif, mais qui comporte pas mal d'éléments que vous devez connaître. Quelles sont les consultations qui sont prises en charge par la sécurité sociale jusqu'à l'âge de 6 ans? Eh bien, il y a 20 examens qui sont remboursés à 100%. Au cours des 6 premiers mois, un examen par mois, puis jusqu'à l'âge de 1 an, un examen tous les 3 mois, puis entre 1 an et 2 ans, un examen tous les 4 mois, puis jusqu'à l'âge de 6 ans, un examen tous les 6 mois. Donc finalement, beaucoup de choses dans ce dossier qui peuvent paraître un peu diverses, mais il faut les connaître. Nous en avons terminé avec le dossier numéro 5.